Vendredi 3 août 1492. Christophe Colomb, au matin du 23 mai, s'éveilla d'excellente humeur. Ce fut du moins ce qu'il en parut à Pedro, devenu définitivement Chinito. Le garçon s'accommodait du changement d'identité. Que pouvait lui être un nom, à lui qui ne possédait rien et avait même intérêt à laisser perdre sa trace? Le monastère de la Rabida, monde de silence, était encore plus silencieux dans la canicule montante. La journée serait de feu, mais, pour le moment, des zones fraîches conservaient dans le cloître un air respirable. Des parfums de fleurs s'y mêlaient à une persistante odeur d'encens et à des relents d'humidité dans les coins où le soleil ne pénétrait jamais. Chinito se dit que c'était là le lieu idéal pour se faire oublier jusqu'à l'heure du déjeuner. Holà, tu m'accompagnes lança Colomb en traversant le cloître d'un pas pressé. Adieu sieste du matin, adieu quiétude, il devait obéir. Le gamin ne se demanda pas où ils allaient. À quoi bon, puisqu'il fallait partir? Qu'importait la direction à prendre, le but de la sortie, puisqu'il fallait s'agiter, courir les ruelles brûlantes dont l'air marin ne parvenait pas à adoucir l'haleine. Il emboîta le pas à son maître. Ils arrivèrent ainsi devant l'église Saint-Georges, où une foule se pressait. Ce n'était pas l'heure de la messe, mais le bruit s'était répandu qu'une communication royale serait faite aux habitants de Palos et que chacun devait y assister. L'église s'avéra trop petite pour contenir tout le monde. Ceux qui n'avaient pu entrer s'agglutinaient aux deux portes, et les questions fusaient dans ce public inquiet, se coulaient de bouche à oreille sans obtenir de réponse. On s'énervait à cause de la chaleur et de l'attente. Il y avait ceux qui croyaient avoir deviné de quoi il s'agissait et qui multipliaient les suppositions les plus folles. Il y avait ceux qui interrogeaient tout le monde pour conjurer leur impatience, et puis les silencieux, vieux marins enfermés en eux-mêmes, qui n'attendaient rien de la terre et n'aimaient que la mer, en s'octroyant le droit de maudire sa cruauté. L'arrivée de Colomb provoqua un mouvement. Pour tous, il demeurait l'étranger. Sa présence soulevait une curiosité méfiante. On avait fait état, les jours précédents, de pourparlers avec Martin Alonso Pinson, qui était un notable de Palos, familier de l'océan, le meilleur capitaine, le plus riche aussi. Pourquoi ne se trouvait-il pas là, Martin Alonso Pinson, à cette heure? Christophe Colomb fendit la foule. Son regard glacé obligea les hommes à s'écarter. Quand il ne le faisait pas assez vite, un geste rude les y contraignait. Derrière son maître, se faufilant au mieux, Chinito jouait des coudes désespérément pour le suivre. Ils parvinrent à l'hôtel. Colomb s'agenouilla et, pendant 1 minute, donna les signes du plus profond recueillement. Un murmure flotta sur l'assistance, qui alla diminuant et fit place à un silence hostile. Le notaire de Palos, Francisco Fernandez, venait de monter à la chaire de fer forgé et, un message à la main, savourait l'importance qu'il se donnait en laissant planer son regard sur les visages levés. Il fit durer cette attente jusqu'à l'extrême limite, jusqu'au moment où naquirent d'autres murmures. Alors, sentant que son autorité allait être malmenée, il déroula le message, le tint à bout de bras, chercha quelques raies de lumière venant d'un vitrail et, d'une voix forte, lut le contenu de l'ordonnance royale. Il était rappelé aux habitants de Palos une vieille condamnation pour contrebande de laquelle ils ne s'étaient pas encore acquittés. L'amende était remplacée par l'armement de 2 caravelles avec un équipement qui permettrait de soutenir une navigation de 12 mois. Dans leur bonté inépuisable, les rois catholiques donnaient 10 jours, à partir de la date où cette ordonnance serait lue en public, pour fournir les 2 navires. Le mécontentement remplaça vite la stupeur. Chacun y alla de sa désapprobation exprimée dans les termes les plus vifs. Qu'était cette histoire de contrebande oubliée de tout le monde? Y avait-il un seul port sur tout le littoral qui ne se fût jamais essayé à la contrebande? Et n'était-ce pas tout naturellement que des barques affrontaient les vagues, feu éteint, ou bien glissaient au clair de lune, un inoffensif filet de pêche à la traîne pour tromper l'ennemi? Fallait-il ôter à des marins une des joies de la mer, peut-être la plus excitante? 10 jours pour armer 2 caravelles. On les saignait comme des poulets. Un vieux gabier, connu pour son esprit fondeur et le nombre de tempêtes dont il avait réchappé, rit bruyamment, sans respect pour le lieu saint dans lequel il se trouvait. D'autres rires suivirent. Colomb comprit que la partie était loin d'être gagnée.
Chinito vit passer une ombre d'inquiétude sur le visage de son maître. D'instinct, il recula jusqu'à se dissimuler derrière un lutrin. De cet abri, il pouvait voir sans être vu. Francisco Fernandez tenta de rétablir le calme en criant qu'il n'en avait pas terminé avec l'ordonnance royale. Écoutez, écoutez, répétait-il à ceux qui ne voulaient plus l'entendre. Sa voix dominait à peine le brouhaha. Écoutez donc, tous ceux qui ont des comptes à rendre à la justice pour des délits ou même des crimes et ne sont pas encore passés en jugement, tous ceux-là, s'ils s'enrôlent sur les caravelles, sont assurés qu'aucune poursuite pénale ne sera retenue contre eux. Le rire s'étrangla dans la gorge du vieux loup de mer aux innombrables tempêtes. Ainsi, pour qui, pourquoi les prenait-on? Palos n'avait pas assez de gens dont naviguer était le métier? Il fallait aller chercher des voleurs, des assassins, des mécréants pour hisser la voilure? C'est une offense qui nous est faite, clama-t-il bien haut. Qui peut croire encore que nous avons peur de l'océan et que nous ne sommes pas capables d'aller jusqu'à l'autre bout? C'est quoi l'autre bout? Vous en voulez combien des marins, Seigneur Fernandez? 90. Christophe Colomb avait répondu à la place du notaire. Il se tenait au centre de la nef, dos à l'autel, face au visage mal rasé et puant le vin qui le sondait sans aménité. Il n'eût fallu qu'un geste pour que cette masse de défiance se précipitât sur lui, le ceinturant, le renversant, le piétinant, alla avec une sorte d'allégresse mauvaise le jeter dans le Rio Tinto où des barques attendaient le moment de gagner la haute mer. L'homme au rire tonitruant prit une autre résolution. Il s'approcha de l'étranger, le toisa en silence, puis, lentement, sûr de l'effet qu'il produisait, il descendit l'allée centrale. On lui ouvrit le passage, on lui emboîta le pas. Tous étaient rassurés de voir que l'un d'eux avait pris la responsabilité de la résistance. L'église se vida, plus la moindre attention à Colomb. Parfois un clin d'œil narquois au notaire, toujours juché dans la chair comme un hibou dans quelque échauguette de clocher. Les uns rentrèrent chez eux, les autres, plus nombreux, s'égayèrent dans les tavernes. On y attendait le retour de Pinson. Rien ne se déciderait sans son avis et, pour tuer le temps, on vidait chopes et gobelets, tandis que la tension montait. Chinito fit le tour des bouges, silencieux comme il avait appris à l'être, plus léger qu'un courant d'air, l'œil vigilant, l'oreille en alerte. À peine le remarquait-on, et il y avait bien peu d'hommes pour le reconnaître. Parfois, cependant, un buveur s'arrêtait de boire et s'écriait en le montrant d'un geste menaçant: « Je t'ai déjà vu, muchacho! Tu étais avec l'étranger! » Chinito s'évaporait aussitôt dans les jurons et les rires, emportant un renseignement qui pouvait devenir utile à son maître, un mot dont dépendrait peut-être l'armement des navires. Il était revenu aux jours périlleux de Grenade, y puisait une sorte de joie âcre, qu'il croyait avoir rejetée définitivement en se mettant au service du navigateur, mais à laquelle il avait été trop habitué pour qu'elle ne lui fût pas encore nécessaire. Un soir, il entra dans une salle basse. Des marins s'y pressaient, nombreux. À une table était assis un homme vêtu de noir, avec un beau rabat de dentelle. On ménageait autour de lui une distance respectueuse. Il fit servir à boire pour tout le monde et les laissa boire le temps qu'il leur fallait. Eux buvaient et se taisaient, conscients que les conversations devaient s'éteindre afin que l'homme noir pût prendre la parole. Ils burent posément, se surveillant du coin de l'œil, avec le souci de faire durer la chope assez longtemps, mais pas trop. Ainsi le voulait leur sens de la politesse. Quand le premier reposa son pot, les autres engloutirent d'un coup ce qu'il leur restait. Alors, dit Pinson, il faut aller chercher du gibier de potence pour enrôler des équipages à Palos? Qui a dit ça? Cela m'est venu aux oreilles. Avec un drôle d'accent, pas vrai? En effet, pas avec l'accent de chez nous. La discussion était engagée. On pouvait se mettre d'accord. Martin Alonso Pinson laissa tomber négligemment: « Je dois être moi-même un de ces bandits puisque je serai du voyage. » Un silence étonné accueillit ces mots. L'armateur eut au coin des lèvres une ébauche de sourire qu'il réprima. « Je n'ai pas envie de laisser ce Christophe Colomb aller seul au pays de tant de richesses. Et vous, les gars, avez-vous pensé que, d'après les récits anciens conservés par des sages, d'autres navigateurs ont pris autrefois ces routes maintenant oubliées? Qu'ils sont parvenus dans des contrées où l'or brille à profusion? Tant d'or
que les palais des rois et les maisons de tout un chacun en ont les toits recouverts? Des maisons aux tuiles d'or, Paco, avec autant de tuiles que ta maison en a, elle, d'argile cuite. Est-ce que tu peux imaginer cela? Et vous, homme de Paloste, de Moguer, l'occasion vous est offerte d'aller puiser l'or à pleines mains. Vous laisseriez à des voleurs, à des criminels, ces richesses que les indigènes méprisent par ignorance et donnent à qui veut les prendre? On l'écoutait, chopes oubliées, bouche ouverte, yeux qui voyaient des rivages auxquels on avait toujours pensé, des terres qui devaient bien exister et qu'on eût voulu atteindre si la crainte d'un an au-delà de l'horizon n'avait pas retenu en deçà de certaines limites. Et maintenant, le seigneur Pinson affirmait que ce pays était désormais accessible, qu'il suffisait de le suivre, lui, l'homme d'expérience dont on ignorait le montant de la fortune, mais qu'on savait très riche. N'aurait-il pas, sans en rien dire, déjà navigué dans ces eaux lointaines et rapporté des cargaisons précieuses? Qui pouvait le dire vraiment? On prétendait même que non seulement je ferais partie du voyage, reprit Martin Alonso, mais encore, en réponse aux rescrits des souverains, c'est moi qui armerai les navires. J'en fournirai 2. Ce fut la joie bruyante, soudain libérée. Pinson sut l'entretenir. Il avait une grande habitude des hommes et connaissait l'art de s'adresser à eux pour faire tomber les résistances. Lequel d'entre vous n'est pas tenté par cette aventure qui prouvera notre courage avec nos qualités de marin? Toi, Eusébio. Tu voudrais rester à pêcher les anchois sans jamais t'éloigner de la côte, alors que nous reviendrons, la tête pleine de ce que nous aurons vu, les cales pleines de ce que nous aurons troqué avec ces peuples? Tu continueras d'essuyer les tempêtes du golfe du Lion, et puis celles de ta femme, quand tu ne rapporteras pas assez de poissons? On rit plus fort, car les colères de l'épouse d'Eusébio étaient connues, et plus d'un les avait subies avec le malheureux pêcheur au sortir d'un trop long temps passé au cabaret ou à un retour de la barque vide. Chinito rit aussi. Il ne connaissait pas la virago, mais ce rire le faisait se fondre davantage dans une assistance avec laquelle il allait partager pendant des mois, une année peut-être, l'espace vital d'une caravelle. J'armerai la Nina, lança Pinson avec une œillade grivoise qui s'opposait à son rabat blanc et à son austère habit noir. Tu la connais, Manolo, et toi aussi, Hernandez. Vous l'avez vue à Moguer. C'est la Santa Clara. Comme elle est une belle petite avec des formes. D'un geste, il évoqua une silhouette aux charmes affichés. Les mots n'étaient pas suffisants pour célébrer les beautés de la Nina. D'autres envols de doigts, des lignes souples, esquissées dans l'espace, dirent mieux que des phrases les attraits fardés de la Pinta. À l'énoncé de ce nom, une femme sortit de l'ombre, provocante, la lèvre rouge et le sourcil étiré sur la tempe. Elle louvoya entre les tables, se cambra comme une nef qui défie les vagues. Aussitôt, parmi les sifflets et les interjections, la deuxième caravelle au titre tapageur déclencha les premiers enrôlements. Demain, demain, plaisanta Pinson. Je vous attends demain avec mes registres ouverts. On but encore pour célébrer l'entrée future de Palos dans la gloire. Les brumes de l'alcool ne firent pas perdre pour autant à Eusébio son sens de l'arithmétique la plus élémentaire. L'étranger a dit qu'il lui fallait 90 hommes. On la connaît, la Niña de Pero Alonso Niño, puisque Niña, on l'appelle maintenant. Elle peut embarquer au plus 24 marins, et la Pinta une quarantaine, pas davantage. 40 et 24 font 64, et les autres? Les autres seront sur le troisième navire. Il est à quai. Il vient de Galice. C'est pourquoi il est baptisé la Galega. L'équipage qui l'a conduit jusqu'ici l'appelait plutôt Marie Galante. Son propriétaire est Juan de la Cosa. Il nous faut bien 90 hommes en tout. Ils étaient là, au matin du 3 août. La veille, une messe avait déjà réuni ceux qui restaient et ceux qui partaient, tous coureurs des mers, experts en piraterie, commerce négrier et coups de force dans les îles. Les uns pas rebutés par les abordages, les autres receleurs des produits de la course lointaine, ils étaient aussi des pêcheurs intrépides. Ils s'agenouillèrent sur les dalles de l'église Saint-Georges, écrasés d'émotion, après l'énervement des jours derniers, prosternés devant Dieu, qui les soutiendrait au bord du grand mystère. La nuit d'août, poisseuse et sans un souffle,
enveloppait encore les 3 caravelles, tandis que les hommes répétaient des gestes tellement connus d'eux qu'ils en devenaient machinaux et que l'on aurait presque oublié à les exécuter la solennité de ce départ avant l'aurore. Colomb se tenait debout sur le château d'arrière de la Marie-Galante, qu'il avait rebaptisé Santa Maria, pour ne pas tracer une nouvelle route sous les vocables de 3 filles de port. Il levait les yeux vers la chape de touffeur qui pesait sur l'embouchure du Rio Tinto. Chinito, inconscient de la gravité de l'heure, restait à portée de sa voix. Cet homme représentait son seul appui. Le garçon ne laissait rien derrière lui qui valût la peine de se retourner. Il songeait à sa famille, certes, mais il était l'oiseau qui, ses ailes faites, ne revient pas au nid. Il en acceptait la dure loi. Son cœur se souvenait de quelques douceurs d'enfance et chérissait à sa façon ce qui avait trouvé naturel de ne pas le retenir. Grande était son impatience d'aborder à des rivages où, selon les promesses de Pinson, les palais aux tuiles d'or regorgeaient de richesses. Il se moquait bien des magnificences de l'obsessionnel métal. Il avait osé risquer 1 ou 2 questions sur les récoltes qu'on pourrait amasser dans ces pays, et il lui avait été répondu que les orangers poussaient à foison, et tant d'autres arbres dont on ne connaissait encore ni le nom ni la saveur des fruits qu'ils donnaient. Sur les berges, la foule grossissait. Ce n'était pas le bruyant attroupement des campagnes de pêche. Chacun ressentait la grandeur de l'heure. Personne ne savait pourtant que, ce jour-là, dans le petit port de Palos, naissait une ère de l'humanité. Mais, de l'homme à la silhouette estompée par la nuit d'août finissante, une impression étrange émanait qui forçait le respect et poussait au silence. Le capitaine de l'armada calcula que, s'il donnait le signal du départ 1 demi-heure avant le lever du soleil, il atteindrait la haute mer dans la splendeur rose violacée des premiers rayons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, levez les ancres. Le long du mât de la Santa Maria monta le pavillon blanc frappé d'une croix vert foncé, portant sur les branches les initiales des rois catholiques. L'air immobile fit de cet emblème une triste coulée de toile. Les caravelles durent gagner l'entrée du port à force de rames. Mais, quand elles atteignirent la barre de Salte, après laquelle s'ouvrait le large, une brise gonfla les voiles. L'écume naquit autour des étraves. Ce fut alors une belle agitation parmi les matelots. Sur les ponts encombrés de trop de gens qui participaient au voyage, on courait à la manœuvre. Il fallait rectifier les vergues, profiter de ce vent providentiel. Un doux balancement épousa la houle régulière, et les 3 grands albatros, porteurs d'espérance, cinglèrent ensemble vers le sud. Christophe Colomb ne doutait pas de l'origine divine du souffle qui les entraînait. Chinito le regardait à la dérobée. Il était debout, le diable roux, tourné vers le sillage de la Santa Maria, et il semblait voir dans les torsades de l'eau toutes les exaspérations passées qui s'éloignaient, toutes les acrimonies, les humiliations éprouvées, la confiance remise en cause, les paroles retirées, les promesses non tenues. Il triomphait. Avec la terre disparaissait un monde d'incompréhension qui, jusqu'à l'heure ultime, n'avait pas saisi la gloire d'un dessein comme jamais encore on en avait conçu. Dans un élan d'affection que sa trop naïve jeunesse ne put maîtriser, Chinito vint aux côtés de l'homme déconcertant. Il n'osa pas le frôler comme il en avait envie, encore moins lui parler, pas même le regarder. Je pars, murmura Christophe Colomb pour lui-même. La Niña, la seule des 3 qui fut une vraie caravelle, était la plus rapide. Elle volait devant par la grâce de ses voiles latines. La Pinta la suivait. Parfois Colomb sortait de ses pensées pour surveiller la marche du navire commandé par Martin Alonso Pinson. Chinito avait entendu des conversations de part et d'autre. Il avait assisté à des entretiens qui avaient failli se muer en affrontements ouverts après 2 heures d'opposition sourde, de marchandages insidieux, de froide politesse ou de flatterie intéressée. Il savait l'entente fragile et forcée qui liait les 2 hommes au caractère si fier. Il avait perçu leur rivalité pour conquérir la richesse, la gloire et l'or de Cipango. Quand il voyait Colomb, lèvres serrées, épier les évolutions de la Pinta, il comprenait le dépit de son maître, obligé de traiter avec quelqu'un d'aussi redoutable pour que le voyage pût enfin se réaliser.